Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo de la série Se lancer dans la vidéo, on va parler d'un point que j'ai déjà évoqué dans la précédente vidéo, les rigs. Riguer sa caméra, ou plutôt l'accessoiriser, c'est une étape qui consiste à transformer une caméra nue en un système adapté à diverses situations. Et pour faire ça, on va passer par différents accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo. Tout d'abord, on peut avoir l'impression que riguer une caméra c'est une étape facultative. En réalité, c'est pas du tout ça. Même si dans certaines situations un rig peut être très léger, dans des configurations cinéma par exemple, il peut s'avérer très imposant et surtout très utile. Mais avant de rajouter plein de trucs autour de sa caméra, il faut déjà une ou plusieurs pièces qui vont permettre de faire le lien entre la caméra et vos accessoires. Si vous faites de la vidéo avec un appareil photo, vous aurez probablement besoin d'une cage. Comme son nom l'indique, une cage va venir englober votre appareil photo. Seule, elle va pas servir à grand chose. À la limite, elle va protéger un peu votre appareil, mais c'est pas fait pour ça. L'utilité principale de la cage, c'est qu'elle est composée d'énormément de pas de vis, pour permettre d'y fixer d'autres accessoires et surtout d'avoir le choix de leur position. Les modèles de cage les moins chers sont souvent assez universels, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se monter sur à peu près tout et n'importe quoi. Mais l'idéal, c'est une cage vraiment destinée à votre appareil. Elle va totalement suivre son contour et donc prendre moins de place et moins dénaturer l'ergonomie de l'appareil. En plus, certaines vont proposer des fixations vraiment adaptées pour une utilisation avec l'appareil en question. Par exemple, sur la cage de mon GH4, j'ai des pas de vis positionnés exprès pour accueillir un support de speed booster. J'ai aussi un accès très simple aux trappes pour la batterie et pour les cartes SD. En bref, c'est vraiment pratique. Dans le cas de plus grosses caméras, on retrouve rarement des cages à proprement parler, mais plutôt des petites plaques, toujours avec des pas de vis qui vont elles-mêmes se fixer sur votre caméra. C'est une installation un peu plus légère, mais vu la taille et la quantité de boutons sur une caméra, c'est beaucoup plus approprié. Une fois cette base en place, vous avez de nombreux accessoires qui peuvent se rajouter sur votre cage. Je vais parler que des plus communs, mais sachez que globalement, tout ce qui a un pas de vis pourrait théoriquement s'y attacher. Premièrement, vous pouvez visser des petits adaptateurs dans vos pas de vis qui vont rajouter des griffes à votre cage. Ces griffes vont permettre de fixer un récepteur sans fil ou un micro par exemple, avec le grand avantage que vous pourrez très vite les installer et les enlever. Sinon, vous pourrez aussi utiliser les pas de vis pour fixer des bras magiques. Un bras magique, c'est tout simplement un bras articulé que vous pouvez visser à votre cage pour y accrocher à peu près n'importe quoi. Encore une fois, ça peut permettre de fixer une torche avec l'avantage qu'elle sera plus orientable, mais vous pouvez aussi installer plein d'autres choses comme un écran, un enregistreur son, un micro ou bien même pourquoi pas une GoPro. Bien entendu, on peut trouver des bras magiques de tous les prix. Les pas très chers feront l'affaire pour fixer une torche ou un petit écran, mais sachez qu'il existe des plus gros bras magiques qui vont se fixer sur une pince par exemple pour pouvoir fixer du matériel bien plus lourd. Il existe aussi des rails NATO et des rosettes qui vont se fixer sur votre cage et qui permettent de fixer d'autres accessoires dessus. Les NATO ont l'avantage d'avoir un système de sécurité, ce qui fait qu'on peut facilement mettre et enlever du matériel tout en sachant qu'il est retenu au cas où il soit mal vissé. Ça en fait quelque chose de très pratique pour installer une poignée au-dessus de votre caméra par exemple. Les rosettes ont elles l'avantage d'être très solides. Si vous comptez fixer deux poignées pour tenir votre caméra à l'épaule par exemple, les rosettes ont un système qui fait qu'il est impossible de les dévisser sans faire exprès. Après bien évidemment c'est plus cher qu'un système de tige classique, mais pour du matériel un peu lourd c'est presque indispensable. Maintenant qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui est autour de la cage, on va parler de ce qui se fixe pas directement sur la caméra mais via des tiges. Les tiges existent en deux diamètres, 15 et 19 mm. Chaque diamètre a un écartement standard car les tiges sont la plupart du temps faites pour être utilisées par deux pour assurer la stabilité du matériel. Pour pouvoir fixer des tiges sous sa caméra, on va utiliser une petite pièce qui d'un côté va accueillir les tiges et de l'autre côté va se visser à la caméra. Pour plus facilement retirer la caméra de tout système, je vous conseille de passer par un plateau rapide. Sinon, vous allez devoir constamment dévisser la caméra pour l'enlever du support de tige. Une fois que vous avez des tiges installées sous votre caméra, vous pouvez y attacher énormément de choses pour vous adapter à peu près toutes les situations. Déjà, vous pouvez attacher un follow focus. Un follow focus, c'est un système qui va permettre d'être plus précis et plus fluide lorsque vous effectuez un changement de point. Il existe énormément de follow focus, de 30 € à plusieurs milliers d'euros. Un follow focus, c'est construit avec un système d'engrenage et c'est important qu'il soit précis et qu'il n'y ait pas de jeu. En prenant de l'entrée de gamme, vous allez peut-être avoir quelque chose d'utilisable, mais si vous l'utilisez souvent, que vous avez besoin de précision et que globalement vous ne pouvez pas vous permettre de refaire votre prise à cause d'un problème technique, je vous conseille d'y mettre suffisamment d'argent. En plus, les follow focus d'entrée de gamme peuvent manquer de fonctions assez importantes comme la possibilité de retourner l'engrenage principal ou de mettre des arrêts physiques sur sa course. Pour rester sur du matériel principalement utilisé en film, je vais maintenant vous parler de Madbox. Pour commencer, n'achetez jamais les Madbox à 30 € qu'on trouve sur Amazon. En plus de pas vraiment être solides, elles servent quasiment que de décoration. En effet, une Madbox est composée de deux parties. On a d'un côté les pare-soleil qui vont essayer d'éviter la formation de flares,
mais l'utilité principale d'une matbox, c'est son porte-filtre. Si vous avez déjà des bases, notamment en photo, vous savez peut-être qu'on peut visser des filtres sur un objectif. Sauf qu'en cinéma, vu qu'on doit souvent changer d'objectif et que les objectifs sont assez gros, on n'utilise que très rarement des filtres vissables. Dans un contexte amateur ou semi-pro, ça peut se faire, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais je vais quand même vous expliquer les avantages de la matbox. Les filtres qu'on met dans une matbox, la plupart du temps, ont deux tailles standards, 4x4 ou 4x5,6 pouces. Et on va les glisser dans la matbox via un petit chariot. En vidéo, on est censé très souvent utiliser des filtres ND, car si l'on veut rester à 1/50 de seconde avec une grande ouverture et qu'on est en extérieur ou avec des sources de lumière assez puissantes, on aura très vite une image cramée. Sinon, il existe aussi d'autres filtres, comme les polarisants et les classic soft, qui ont pour but de modifier le rendu de votre image. Certains de ces filtres existent en vissable et en carré, et c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous allez faire. Surtout qu'une matbox et des filtres carrés, ça reste assez imposant et ça coûte un peu d'argent. Pour utiliser votre caméra à l'épaule, vous pouvez aussi rajouter des poignées et un support d'épaule à votre caméra. Là aussi, il existe énormément de modèles, plus ou moins chers et plus ou moins bons. Comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez utiliser des poignées avec des rosettes qui tiennent mieux mais qui sont plus chères, ou des poignées qui vont simplement se fixer sur une tige. Elles vont moins bien tenir, même si ça suffit pour un appareil photo. Les différents retours que j'ai pu avoir sur plusieurs pas d'épaule me font vraiment penser que c'est pas forcément le plus cher qui sera le meilleur, et à mon avis, c'est vraiment bien de tester différents modèles et de voir avec lequel vous serez le plus à l'aise. L'idéal, quand on travaille en caméra épaule, c'est d'avoir le centre de gravité de sa crosse au niveau de l'épaule, pour moins faire travailler les bras. Le plus simple pour que tout s'équilibre, c'est de mettre directement sa caméra au-dessus de son épaule. Mais ça peut poser quelques problèmes. Premièrement, si on tourne avec un appareil photo qui a l'écran à l'arrière, on voit plus son écran. Ce problème peut se résoudre avec un écran ou un viseur déporté, mais ça fait un coût supplémentaire. Le second problème est que si on tourne en situation un peu run and gun, on perd plus ou moins l'accès au réglage de la caméra. Sur un appareil photo, on va tout perdre, mais sur certaines caméras comme les FS7 et les C300, on peut déporter la poignée et garder notamment le bouton d'enregistrement. En cinéma, c'est pas très grave de perdre les réglages vu qu'on n'a pas besoin d'être réactif et parce qu'on a une équipe autour de la caméra. Mais si on travaille en plus petite équipe, ça peut être vraiment embêtant. Et avec un appareil photo, ce problème ne se résout qu'en partie si on l'avance au milieu du rig. On va encore devoir lâcher une poignée pour pouvoir faire nos réglages. Du coup, vous l'avez compris, en configuration cinéma, ces deux soucis ne sont pas vraiment embêtants, et avec des caméras designées pour du run and gun, on peut facilement travailler à l'épaule. Mais si vous êtes avec un appareil photo, ça va être compliqué parce que même avec un écran externe pour mieux positionner l'appareil, vous n'aurez pas vraiment accès au réglage. Pour quand même pas trop forcer sur les bras, il y a une technique pour repositionner le centre de gravité au bon endroit qui est toute simple. Il suffit d'ajouter du poids à l'arrière pour compenser. Pour faire ça, il y a la solution pas chère. On met des poids à l'arrière de sa crosse, ça fait assez bien le travail et c'est assez compact. Sinon, si vous avez un budget un peu plus conséquent, vous pouvez mettre une charge utile à l'arrière de votre rig. Et la plupart du temps, cette charge, c'est une grosse batterie Veloc. Ces grosses batteries ont une capacité assez énorme et sont normalement utilisées pour alimenter des projecteurs LED ou bien des caméras cinéma comme les Arri ou les Red. Néanmoins, avec des adaptateurs, vous pouvez les utiliser pour des plus petites caméras et même des appareils photo. D'un côté, vous aurez du poids à l'arrière de votre rig épaule et en plus, si vous filmez au réflexe, vous aurez une autonomie monstrueuse. En plus, ces batteries peuvent d'une part remplacer la batterie de votre caméra, mais elles peuvent aussi alimenter d'autres accessoires comme une torche ou un écran. Du coup, d'un côté, vous allez peut-être payer 200-300 € votre batterie, mais d'un autre côté, vous pourrez économiser pas mal d'argent en évitant d'acheter plein de batteries pour tout votre matériel. En vous rappelant quand même que vous alourdissez pas mal votre installation et perdez la transportabilité d'un mirrorless ou d'un réflexe. Si vous devez retenir qu'une chose de tout ça, c'est qu'un rig ça peut être très gros ou très léger, et surtout que tout ce qu'il constitue doit vous aider à travailler. Pour essayer de montrer ça un peu plus sur le terrain, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter et de vous décortiquer certains rigs pour montrer le matériel qu'il contient et son utilité. Je verrai quand est-ce que j'ai l'occasion de le faire et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez un petit accessoire que vous trouvez vraiment utile sur votre rig, si ça peut nous permettre de découvrir des choses, ça peut être très sympa. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos de la série qui sont dans la playlist juste là, ou bien vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut!